Bienvenue dans l'African Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Côte d'Ivoire, notre dossier du jour sera consacré à la crise du cacao. En Côte d'Ivoire, la chute des cours de 35% en 6 mois fait peser le risque d'un choc social dans le pays. Au sommaire également, le processus de réforme institutionnelle au sein de l'Union africaine est en marche. Le président rwandais Paul Kagame a présenté ce lundi 24 avril à Conakry la mouture de la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et puis 24 avril, une date symbolique pour la République démocratique du Congo. Ce lundi, le pays a commémoré le 27e anniversaire de la proclamation du multipartisme politique annoncé par le feu maréchal Mobutu, alors président du Zaïre. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Kader Diaby, qui est vice-président diaspora de l'Union africaine des ONG de développement et représentant Europe de la société civile ivoirienne. Bienvenue, monsieur Diaby. Merci, bonjour. Bienvenue également à nos deux éditorialistes. D'abord, bienvenue à Daouda Tall. Merci, Gara. Content de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue également à Jean-Marie Bitomo. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'info du jour. En République démocratique du Congo, le 24 avril est une date symbolique. 27 ans se sont écoulés depuis le discours historique prononcé en 1990 par le maréchal Mobutu, annonçant la fin du régime de parti unique. Il y a eu des avancées enregistrées pendant ces dernières années, mais pour beaucoup, la non-organisation des élections prévues en 2016 marque un pas en arrière. Reportage de Jacques Amboka, correspondant au Congo-Kinshasa. La RDC a commémoré ce lundi 24 avril les 27 ans de l'accession au multipartisme. Après plus de 2 décennies du mouvement populaire de la Révolution, parti-État, le Zaïre avait mis fin le 24 avril 1990 au régime de parti unique. Contraint par les contextes politiques mondiaux, poussé d'une part par la perestroïka, mais aussi des contestations internes réclamant plus de démocratie, le maréchal Mobutu s'était lancé dans une tournée dans le Zaïre profond pour des consultations dont les conclusions ont été à la base de ses discours historiques. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Pour rompre avec le monopartisme, le maréchal Mobutu avait lancé le multipartisme à 3. Devant la pression des acteurs politiques et de la population, il finira par accepter le multipartisme intégral. Près de 30 ans après ces discours historiques, le pays compte à ce jour 477 partis politiques. La culture démocratique s'installe dans les esprits populaires, mais ça a du mal à s'accepter au niveau de la classe politique. D'abord pour le pouvoir, les dirigeants qui ne manifestent pas la culture de l'alternance au pays. En 27 ans de multipartisme, le pays n'a pu organiser les élections démocratiques que par 2 fois, soit en 2006 et 2011, selon les observateurs de la scène politique congolaise. Après 27 ans sans une alternance démocratique, cette situation ne place pas le pays sur la liste des bons élèves en matière de démocratie. Daouda, on parle d'un discours historique, ce 24 avril 90. Finalement, est-ce que c'était un discours sincère? Quelles étaient les ambitions du général Mobutu, qui a tenu le pays depuis 1965 et sur un grand pays d'Afrique francophone? Oui, je pense que, bon, après qu'il ait régné une trentaine d'années, bien entendu, on peut se poser la question. Mais je pense que si on replace ce discours dans son contexte, c'était un discours légitime. Bon, il faut se rappeler aussi que ça a été quand même un peu poussé par la France à l'époque avec la conférence de Bâle. Donc, je pense que le multipartisme était nécessaire en Afrique parce que après la colonisation, bien entendu, il fallait une certaine ouverture politique pour permettre à tous les citoyens de pouvoir exister dans la scène politique, prétendre à des missions de service public. Et je pense que c'était là le sens. Mais maintenant, quand on fait le bilan
bilan aujourd'hui, on se rend quand même compte que la République démocratique du Congo n'a pas su capitaliser de manière positive sur ce multipartisme. D'une part, parce que tout simplement, il y a eu quand même cette crise, cette guerre que certains ont qualifié de première guerre mondiale africaine, avec plusieurs pays qui étaient impliqués, une phase de transition de 2003 à 2006, une élection présidentielle à partir de 2006, et aujourd'hui, Joseph Kabila, on va dire, refuse de quitter le pouvoir. En fait, il n'y a finalement eu aucune alternance politique pacifique, en tout cas dans le pays, en République démocratique du Congo. Finalement, quelle est cette notion de multipartisme au pays, dans ce pays, même si l'on sait qu'il y a 477 partis politiques en République démocratique du Congo? Oui, je pense qu'il faut quand même déjà ne pas négliger le rôle de l'UDPS dans le processus de démocratisation, même si il n'est pas achevé, de la République démocratique du Congo. Mais effectivement, cette prolifération, entre guillemets, de partis politiques fait que l'espace politique congolais en RDC n'est pas viabilisé comme il faut. C'est tout le problème. C'est un nombre pléthorique? C'est un nombre pléthorique. Maintenant, mais qui finalement ne veut pas dire qu'il y a démocratie dans le pays? Ça ne veut pas dire qu'il y a démocratie, bien entendu, dans le pays. Et d'ailleurs, je pense qu'on est à un autre tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui joue le rôle que devaient jouer les partis politiques. C'est comme si c'est la société civile aujourd'hui qui tire le politique. Parce que quand on regarde la RDC aujourd'hui, la situation politique fait qu'il y a une multitude d'acteurs, dont la société civile. Donc les partis politiques vont perdre du terrain au profit des acteurs de la société civile et des personnes indépendantes. Donc on peut bien se demander à quoi ça a servi. Jean-Marie, aujourd'hui, malgré le multipartisme, est-ce que la démocratie n'est qu'une façade en République démocratique du Congo? Je pense que la démocratie n'est qu'une façade en RDC, tout simplement pourquoi? Parce que quand on lit, quand on regarde le déroulement de tout ce que Daouda vient d'exposer, et que vous avez des membres de ces différents partis politiques-là, déjà il y a une chose à souligner, si vous voulez, en dehors de la démocratie. Je trouve qu'il n'y a pas une organisation finie de la vie politique interne en RDC. Tout simplement pourquoi? La RDC a beau être un très très grand pays, mais vous retrouvez avec 477 partis politiques, il est très très difficile de pouvoir organiser les choses, d'autant plus que en même temps que vous avez une déstabilisation de la scène politique, vous avez la guerre qui est présente, si vous voulez, en RDC depuis des décennies aujourd'hui. Ça, ça constitue un frein, comment dirais-je, au développement de ces partis politiques-là et de la démocratie en tant que telle. Par contre, au sein des partis politiques en RDC, vous avez même des membres à l'intérieur des mêmes partis qui se plaignent que vous n'avez pas une démocratie interne, c'est-à-dire ça ne roule pas. Moi, je prendrais l'exemple. Nous avons vu le Baoba qui est parti, à savoir Tshisekedi, il est resté là pendant, c'est-à-dire depuis Mobutu. Donc, il n'y a pas une démocratie interne au sein des partis en Afrique. Généralement, c'est quelque chose qui est très, très difficile et ce n'est pas une caractéristique unique en Afrique. Nous sommes en train de le vivre ici, là, en Europe, avec les élections présidentielles de la France. Monsieur Diaby, juste en quelques mots, vous pouvez nous dire, vous, ce que vous pensez de ce multipartisme en Afrique? Est-ce qu'il est véritablement existant? En Afrique, dans la plupart des pays, quand vous trouvez, dans le cas par exemple du Congo, avec plus de 400 partis politiques, je me demande comment on organise une compétition électorale avec plus de 400 partis politiques. Il est clair que quand on a 400 partis politiques de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de projet, ce sont plutôt des clivages qui se créent par rapport à des ambitions personnelles en vue d'arriver au pouvoir. Et donc il n'y a pas de projet clair, il n'y a pas de cap clair. Il faudrait essayer de se reposer un certain nombre de questions. Où est-ce que le Congo veut partir? Quelles sont les ambitions? Quels sont les objectifs? Pour essayer d'harmoniser la scène politique au sein du Congo. On va à présent parler d'un autre sujet, à savoir la présentation du rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le président en exercice de l'UA, Alpha Condé, a reçu ce lundi 24 avril ses homologues rwandais, Paul Kagame et tchadien Idriss Déby Itno, pour parler justement de la réforme de l'organisation continentale. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. C'est lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 que le président rwandais s'est vu confier la mission de réformer l'Union africaine dans le but d'améliorer son efficacité. Entouré de 9 experts, Paul Kagame a produit un premier document contenant les stratégies à mettre en œuvre. À Conakry, ce lundi 24 avril 2017, il rencontre le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, pour présenter ses conclusions. Le message est clair, le contexte global change vite. En construisant une unité fondée sur une vision commune de notre continent et l'expression de nos intérêts,
Nous pourrons ainsi ouvrir une voie qui favorisera l'Afrique. L'Union africaine veut faire peau neuve. Les propositions de l'équipe du président rwandais Paul Kagame pour restructurer l'UA se basent notamment sur la redéfinition de ses priorités fondamentales. Entre autres, une meilleure division du travail entre la Commission, les communautés économiques régionales et les États membres, ainsi que la transformation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD en agence de développement de l'UA. Les délibérations issues des consultations sur ce travail vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de notre institution et relever ainsi les défis innombrables qui y sont attachés. L'extrême importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. En plus des réformes politiques telles que le renforcement des compétences du président de la Commission, ce projet vise aussi la mise en œuvre immédiate de la taxe dite Kaberuka, une taxe de 0,2% sur les importations des pays membres pour financer le fonctionnement de l'institution. Jean-Marie, en janvier 2017, lors du sommet de l'UA, le président Paul Kagame, le président du Rwanda, a annoncé « Nous avons une organisation dysfonctionnelle dont la valeur pour nos États membres est limitée, qui a peu de crédibilité auprès de nos partenaires internationaux et en laquelle nos citoyens n'ont pas confiance. » Un rapport, un constat sévère d'après vous ou alors justifié? C'est un constat qui est justifié parce que sur ce plateau, nous le disons toujours, l'Union africaine, si vous voulez, on n'a pas d'objectif précis. Quand vous avez, c'est-à-dire nous connaissons en Afrique, en ce moment, c'est-à-dire pratiquement dans la plupart des zones africaines, vous avez des conflits qui sont là. Et quand ces conflits-là émergent, vous n'avez jamais une voix africaine, c'est-à-dire qui porte, j'ai dit, sur le plan international. Il ne s'agit pas tout simplement uniquement de s'asseoir. Il est temps de pouvoir révolutionner cette institution-là, l'actualité, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique, maintenant, je pense que la dynamique est mise en place. Cette dynamique-là, c'est une dynamique qui est positive, tout simplement. Pourquoi? Vous avez de plus en plus d'États qui intègrent, comment dirais-je, l'Union africaine en tant que telle. Il y a eu le Maroc dont nous avons parlé ici, là. Nous avons eu, comment dirais-je, la Tunisie qui a posé sa candidature. Vous avez l'Algérie derrière qui a envie d'intégrer, si vous voulez, l'Union africaine. Donc je pense que les dirigeants africains doivent se dire maintenant que l'Afrique doit se doter d'instruments d'organisation, c'est-à-dire qui pèsent sur la scène internationale et qui permettent surtout de résoudre les conflits en Afrique et résoudre les problématiques africaines. Est-ce que les intérêts personnels, les intérêts divergents de ces États membres ne vont pas peser justement autour de cette réforme? Vous avez des intérêts divergents, mais il est nécessaire, c'est un impératif pour les Africains. C'est pas parce que chacun va se mettre de son côté, se dire que bon, je veux réussir tout seul. Aujourd'hui, vous n'avez aucun État en Afrique qui a la possibilité. Prenons seulement du point de vue militaire. Sur le plan militaire, vous avez combien, si vous voulez, d'États en Afrique qui sont capables de supporter une armée en tant que telle, qui puisse intervenir dans les conflits intra-africains en tant que telle. Il n'y en a pas. Donc je pense que cette construction-là est nécessaire. Il faut remettre à flot cette institution-là en lui dotant surtout des moyens de financement, dont la taxe de Kaberuka, c'est une très bonne idée. Parce que quand vous pouvez créer une organisation, si cette organisation-là n'a pas de moyens de fonctionnement... Est-ce que les États joueront le jeu autour de cette création? On sait déjà que la cotisation au sein de l'Union africaine pose problème. Est-ce que là, ça va changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose dans la mesure là où on joue sur quelque chose qui va vers l'extérieur. Tout simplement, pourquoi? Parce que là, l'Union africaine, il me souviens que quand on a parlé de la problématique de financement, vous avez un ou deux pays qui se sont levés. Le Kenya, le premier, ils ont posé $1 million sur la table, mais les autres, c'est-à-dire chacun est resté dans son coin. Mais comment nous, les Africains, nous voulons alors résoudre nos problèmes si nous ne sommes pas capables de monter des institutions viables et performantes pour pouvoir régler nos problématiques africaines? Monsieur Diaby, vous y croyez, vous, à une réforme de l'Union africaine? On parle en tout cas actuellement d'une réforme, mais est-ce qu'elle sera réellement appliquée? Je pense que la réforme, elle est indispensable aujourd'hui. Vous savez, on a eu une Union africaine en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Elle a 15 ans. Elle présente un certain dysfonctionnement. Le premier des dysfonctionnements, c'est d'abord son financement. Comment cette Union africaine, elle trouve son financement? Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas le choix. Quand on voit les élections présidentielles en France avec la montée du Front National, donc de l'extrémisme, on voit les élections, il y a eu le Brexit récemment, on voit l'élection de Trump. Donc le monde est en train de changer. Il faut que l'Afrique aussi prenne ses responsabilités. Parce que nous sommes un continent assez riche, donc on peut citer un certain
certain nombre de très riches même très pas riches. assez, très riches. Non, mais on doit le faire, mais est-ce qu'il est possible de le faire? C'est là la question, Il est monsieur possible Diaby. de le faire. Il est possible de le faire. Il faut le faire avec les États de façon contraignante également. Il faut mettre la possibilité également d'exclure un certain nombre de pays qui ne jouent pas le jeu. Il faut aller beaucoup plus loin en impliquant également les peuples, donc l'Afrique des peuples, l'Union africaine des ONG, est-ce que les Africains se sentent etc. concernés autour de cette Union africaine? On a l'impression que c'est plutôt une institution d'élite. Elles se sentent concernées, les Africains se sentent concernés. Peut-être que le politique aujourd'hui voit dans tous les pays, vous avez des ministères en charge de l'intégration africaine et les informations redescendent, les populations aussi se sont imprégnées de cette question d'intégration africaine, d'où la mise en place dans plusieurs pays des unions africaines, des ONG de développement pour travailler tous ensemble et pour le bien-être des populations. Merci pour ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.